Bonjour, je m'appelle Charles Dugas, associé chez EY, et vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent en raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours. Mon nom est Alexandre Guilbert et j'ai encore le plaisir de partager le micro avec Mathieu Brunet. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Ça va Alors, ben oui, on est content d'être ici ce matin. La saison avance. On arrive dans nos derniers épisodes de la première saison. Écoute, je trouve qu'on a fait un bon travail à date. On a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de gens qui s'intéressent à notre plateforme sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment apprécié. J'espère que vous allez continuer à nous écouter et nous suivre. Donc, écoute, Alexandre, veux-tu juste aller d'avant avant avec des remerciements peut-être? Ben oui, c'est ça. Juste avant, on va remercier nos partenaires, comme on le fait à l'habitude, soit Primaco et la Banque Nationale. Mais aussi, comme tu l'as dit, on remercie tous les auditeurs, tous les gens qui ont commenté, qui nous ont envoyé leurs commentaires, leurs suggestions sur les réseaux sociaux. C'est fort apprécié. Et on est présentement à la préparation de la deuxième saison déjà. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, c'est le temps. Hein? On va les prendre, puis on est après planifier les 8 autres prochains épisodes qui devraient commencer en début d'année prochaine, si tout va bien. On vous tient au courant. Ceci dit, aujourd'hui, on a un autre épisode. On fait un petit suivi avec la technologie de notre dernier épisode. Mais cette fois, on travaille dans une autre sphère. On parle à Charles Dugas de chez Ernst & Young, ou on va dire EY. Je pense que c'est Ernst & Young. Ernst & Young, merci. Ouais, mais regarde, il fallait que je m'en fasse. Je le fais à tous les épisodes, c'est bien correct. Charles, bienvenue à Accident de parcours. Merci. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Oui, très content que tu aies accepté notre invitation. Tu connais un petit peu, je pense que tu as regardé quelques épisodes, tu as une idée du concept Accident de parcours. Ouais. Une réalité qu'on voit souvent en assurance de dommages. Puis on se demandait si tu en fais partie. Est-ce que tu es un accidenté? Parce qu'on connaît un peu ton parcours. Tu as travaillé en assurance auprès des assureurs avant de te retrouver chez EY présentement. Parle-nous donc un petit peu de toi. Je suis un accidenté. L'accident est arrivé assez tôt. Peut-être à l'adolescence, finalement. Ma mère, j'avais un oncle j'ai un oncle qui était actuaire, puis travaillait pour la Canadienne de réassurance, qui était la branche canadienne de Swiss Re, là, qui est maintenant, qui a changé de branding, qui est maintenant totalement Swiss Re. Mais à ce moment-là, ça m'a donné l'intérêt pour le milieu de l'assurance puis l'actuariat. C'est là que j'ai commencé. J'ai fait un bac en actuariat. Puis ensuite, j'ai travaillé chez Mercer dans les régimes de retraite pendant 2 ans pour ensuite revenir à l'université parce que j'avais entendu parler des algorithmes d'apprentissage, le machine learning. Ouais. Ça m'intéressait de faire ça. Donc, j'ai fait ça en maîtrise, doctorat, que j'ai fait avec Yoshua Bengio, qui est maintenant une sommité dans l'intelligence artificielle. Oui, qu'on a vu beaucoup à la télévision, à la radio. Ouais. Ça remonte à combien d'années? C'est juste pour se situer à peu près. Là, on veut pas, mais tu sais, pour se donner une idée, là, on parle dessus. Oui, ça fait assez longtemps. C'était au 98, j'ai commencé mon doc. Ouais, OK, quand même. Fait que, puis pendant que j'étais au DOC en 2001, j'ai un ami, Christian Fournier, qui était chez Beneva, puis à la tête de l'assurance générale chez Beneva, qui était à l'époque chez ICBC, qui est l'assureur automobile en Colombie-Britannique, qui était actuaire en chef. Puis il a dit les réseaux de neurones artificiels, c'est intéressant. On devrait peut-être essayer d'appliquer ça en assurance automobile. Fait à l'époque, déjà? En 2001, oui. Oh, okay. Donc, eux nous avaient fourni les données. Bengio avait été rencontré à Vancouver, avait été rencontré Christian, puis il avait démarré un projet de recherche là-dedans, puis on avait été plusieurs à travailler là-dessus. Ce qui a donné lieu à une start-up qu'on a démarrée à la fin 2001 qui s'appelait Appstat, avec Bengio, Chapados et Pascal Vincent, qui étaient 2 autres étudiants de doctorat avec moi. Puis, donc, la base de tout ça, c'était l'assurance? Ah, vraiment, à la base, c'était l'assurance. Puis, une des applications principales
qu'on trouvait intéressante, c'est le PRR, le plan de répartition des risques, parce que ça permet de céder des risques. Qu'eux appellent dans les autres provinces le facility. En fait, la portion facility, c'est plutôt déterministe, c'est-à-dire que tu as des règles fixes pour choisir. Mais il y a une portion risk sharing pool où là, tu choisis les risques que tu veux céder. Généralement, ce que tu fais, c'est une manière d'identifier les risques que tu n'as pas pu tarifer pleinement ou en lien avec le risque et céder des risques qui sont beaucoup plus coûteux en termes de réclamation que la prime que tu dois remettre au plan de répartition des risques, au risk sharing pool. Puis, nous, on arrivait avec des algorithmes beaucoup plus forts que les engins de tarifs pour sélectionner ces risques-là, donc augmenter la profitabilité. Puis faire le business case, c'était très simple. C'était juste les réclamations que tu allais céder, moins les primes, puis ça te donnait ton profit, puis on chargeait pour ça. Ça fait que ça a été le début. Ça a roulé pendant une dizaine d'années. Puis après la crise de 2008-2009, les choses ont ralenti. Puis là, je me suis joint à Aviva. J'étais chez Aviva. Juste avant que tu ailles chez Aviva, est-ce que c'est encore utilisé, les algorithmes que vous avez développés ou mis en place à l'époque? Ils ont tous évolué nécessairement, là. Mais le framework qui était mixture d'experts, c'est encore des choses qui sont utilisées. Qui sont reprises. Puis... Oui. Le stacking, qui est une version similaire, c'est quelque chose qui est state of the art là, en ce moment. C'est l'état de l'art dans le domaine de l'analyse prédictive. Là. Okay. Donc, on le voit encore. Si vous allez pour ceux qui connaissent le milieu de l'analyse prédictive, il y a un site qui s'appelle Kaggle, qui a été racheté par Google, qui est une plateforme où les gens livrent leurs données anonymisées, nécessairement. Ouais. Puis, il y a des gens qui s'amusent à compétitionner pour avoir les meilleurs résultats. Donc, on peut voir quels sont les algorithmes qui fonctionnent le mieux en regardant les résultats de ces gens-là, puis en voyant qui arrive à gagner ces compétitions-là. Donc, ça permet de suivre la trace. C'est ongoing. Ça fait plusieurs années que ça existe. Là. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Mais ça a pris de l'ampleur nécessairement avec l'arrivée de l'apprentissage profond qui s'est passé autour de 2005-2006, où là, par le passé, tout ce qu'on faisait, quand moi j'étais au doc, ce qu'on faisait, c'était des algorithmes d'apprentissage. Puis le but des réseaux de neurones, c'est de faire le lien un peu avec la manière de résoudre dans le cerveau. C'est qu'il y a des influx, des inputs, donc c'est comme les variables de tarification, par exemple, en assurance auto. Donc l'âge, le sexe, le lieu géographique, le nombre d'accidents les années passées, le nombre de contraventions, si c'est possible. Ça, c'est l'influx qui rentre dans les neurones. Qui rentre dans les neurones. Puis, ce qui était possible de faire dans ces années-là, c'était d'utiliser une couche cachée, une couche de neurones, puis d'avoir le résultat en sortie. Maintenant, en 2005-2006, ce qui est arrivé, c'est ils ont développé des algorithmes qui étaient capables d'entraîner plusieurs couches en séquence de neurones. Donc, tu avais plusieurs couches cachées. Donc, les influx, les variables dont on parlait étaient fournis à la première couche, qui faisait un traitement mathématique, qui donnait ça à la deuxième couche, qui faisait un autre traitement mathématique, qui donnait un résultat. Puis le but, c'est de regarder dans les données du passé pour aller chercher comment... Ça, c'est la deuxième couche, les données du passé, mettons? Non, la banque de données, la base de données du passé, c'est ce qui te sert à entraîner tes couches pour comprendre comment tu dois faire les calculs dans ces couches-là. Puis ça, c'est arrivé en 2005-2006. Puis là, les gens se sont rendus compte que ça marchait vraiment bien. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les applications de vision par ordinateur, par exemple. Donc, tout le domaine de vision par ordinateur a eu un saut dans la performance une fois que ces méthodes-là ont été adaptées. C'est quoi la vision par ordinateur? Vision, c'est reconnaître des objets, par exemple. OK. L'exemple... Reconnaissance faciale, ça serait du ça? Reconnaissance faciale, mais l'exemple qui nous intéresse le plus, c'est les véhicules autonomes qui se conduisent tout seuls, parce que c'est ça. C'est de la reconnaissance visuelle d'objets, détection d'objets. Et la reconnaissance de la voix aussi. Donc, tout le domaine de reconnaissance de la voix pour créer la transcription de ce qui est dit a fait un progrès énorme. Puis, le traitement des langues naturelles. Donc, comprendre le texte, comprendre le sens, être capable de générer du texte qui a l'air naturel. Tout ça, ça a beaucoup évolué.
Tout ce qu'on voit aussi, je ne sais pas si vous avez suivi le domaine des deepfakes ou les gens qui réussissent. Oui, oui. Bon, tout ce domaine-là. Toutes sortes d'utilisations, Ouais. on s'entend. Donc ça, c'est un petit peu plus épeurant. C'est Ouais. moins intéressant. C'est des choses auxquelles il faut faire attention nécessairement. C'est pas ce genre de projet-là sur lequel tu travailles. Là. Non, non. Non, je quand même travaille pour une firme d'audit. Là. Ouais. On a un certain décorum à respecter. Donc, j'ai été chez Aviva. Oui, revenons à Aviva, Ouais, exactement. Aviva, j'ai été chez 2005 Aviva. environ. Non, en fait, c'est en 2011. 2011, 2011 à 2017, j'étais chez Aviva dans l'équipe d'analytique d'entreprise où là, j'ai travaillé sur différents À projets. Montréal? À Montréal, OK. oui. C'était une équipe, c'était une équipe nationale, donc on faisait des mandats au niveau pour tout le Aviva Canada. Mais c'était une équipe qui était essentiellement basée à Montréal, puis qui avait des gens à Toronto aussi. Là. Mais on faisait des choses en marketing, en tarification, en réclamation aussi, en souscription. Donc, différents mandats qui ont été intéressants. Ça a été vraiment intéressant, tout ce que j'ai pu faire là. Et en 2017, Benjo et Chapados avaient relancé Element AI, qui est une autre start-up. Et qui se voulait, initialement, c'était supposé être une plateforme d'intelligence artificielle où allait se greffer des startups qui allaient utiliser la plateforme créée par Element AI. Puis finalement, il y a eu beaucoup de spin. Moi, je me suis joint à la firme en 2017, puis j'étais en charge de l'assurance pour Element AI, donc le développement de l'intelligence artificielle en assurance. Donc là, on a eu des mandats de stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle, donc comment développer des use cases, comment les séquencer, comment les implanter. Donc, avec des assureurs? Avec des assureurs, oui. Ensuite, on a développé des solutions spécifiques pour certains assureurs qui voulaient, par exemple, augmenter le nombre de pourcentages de réclamations qui sont traitées de manière automatique. Par exemple, touchless claims, qu'ils appellent, là, ou straight-through processing. Là. Donc, c'est-à-dire la demande arrive puis c'est automatiquement réglé. Ceci dit, je pense que c'est une opportunité énorme de réussir à rendre ça beaucoup plus efficace. Il y a différentes possibilités. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de se lancer vers un portail où là, tu as la possibilité de soumettre tes documents. Le portail traite l'information puis redirige l'information ou les courtiers travaillent directement dans le portail pour rediriger l'information vers les assureurs. Donc, il y a des gains. Mais un portail unique, Un portail unique, c'est ça. d'assureur. Bon, c'est la grosse question. C'est de savoir qui... Parce que la multiplication des portails, exact. ça ne fait pas consensus. Non, c'est ça. Donc, ça ne réglera pas le problème parce que là, tu en as créé un autre finalement. Exact. Pour finir l'histoire, Element AI a été racheté l'an dernier par ServiceNow. Okay. Donc, c'est une firme de Californie qui a développé une solution c'est beaucoup vu comme une solution pour automatiser les processus TI de gestion d'étiquettes, mais ils ont développé beaucoup leur plateforme. Mais eux avaient peu de gens en intelligence artificielle, donc ils sont venus chercher Element AI pour aller chercher ces compétences-là, pour développer ces capacités-là dans leur plateforme. Okay. Alors, toi, ça te parlait moins à ce moment-là? Ben moi, j'ai chaud? quitté un mois avant. OK. J'ai quitté un mois avant parce que j'étais en pourparlers, puis finalement, je suis parti chez EY. Chez EY. Ouais. Où est-ce que tu es présentement aujourd'hui? Exactement. Quels sont les défis pour toi chez EY? Qu'est-ce que vous faites en ce moment avec l'assurance? Un des défis, justement, on en parlait, c'est le fait qu'on fait de l'audit. Donc, c'est une firme comptable qui fait de l'audit. Donc, dès qu'on a un client en audit, ça limite beaucoup les autres services qu'on peut faire parce que le comptable qui fait l'audit des résultats financiers doit être totalement indépendant dans son analyse. Donc, ça limite un peu, un facteur limitant. Sinon, on fait EY, dans l'ensemble, fait 4 grandes lignes de services. Donc, l'audit, c'en est un. Les impôts, c'est une autre ligne de service. Les transactions, les stratégies de transactions, donc tout ce qui est fusion, acquisition, etc. Ça, c'est une troisième ligne. Puis moi, je suis en ce qu'on appelle consulting, donc la consultation, les services consultatifs, où là, on a 2 grandes branches qui sont services plus business, donc stratégie d'affaires, stratégie d'affaires, analyse de marché, etc. Puis on a une branche
consultation en technologie. Donc, ça, c'est vraiment là où je me retrouve, consultation technologique. Donc, moi, je focus sur le milieu de l'assurance et l'analytique, données et analytique. OK. Donc, ça va de gouvernance de données à intelligence d'affaires, analytique avancée, intelligence artificielle, puis système de gestion de documents. Intégration de... Ouais. OK. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, en fait, c'est quoi les tendances actuelles là, en intelligence artificielle? Y a-t-il des choses que, comment dire, là, tu pourrais nous partager qu'on n'est peut-être pas en ce moment, à ce jour, là, tu sais... Oui. Bien, ce qui est intéressant en assurance, puis on regarde souvent le domaine bancaire, puis on fait le parallèle avec ce qui se passe en assurance, puis on regarde ce qui s'est passé dans le domaine bancaire, puis là, tu peux voir ce qui s'en vient 10 ans plus tard en assurance. On pourrait pas être avant eux? Peut-être qu'on va faire un saut en avant d'eux, mais ça va peut-être venir un jour, mais on verra. Mais la transformation numérique, par exemple, la possibilité de tout faire en ligne avec un assureur, c'est venu beaucoup plus rapidement qu'avec les assureurs. On a vu de la vision par ordinateur, par exemple, c'est un élément intéressant. Par exemple, maintenant, la reconnaissance des chèques. Par exemple, tu peux prendre ton chèque en photo. Donc, il y a de la reconnaissance visuelle, donc de la vision par ordinateur derrière ça. Ce qui est intéressant en assurance, c'est qu'il y a des processus importants qui sont dépendants de la capacité à inspecter un risque, regarder ou inspecter une réclamation, aller voir. Et ça, maintenant, la vision par ordinateur peut aider à ça. Puis on en parlait, les InsurTech, donc les compagnies technologiques qui focusent sur l'assurance. Il y en a plusieurs qui ont un module d'intelligence artificielle qui sont essentiellement centrés autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Je peux parler, par exemple, de Tractable, par exemple, ou Claim Genius, qui sont des compagnies qui vont permettre de prendre des photos d'un accident. C'est des compagnies du Québec ou canadiennes? Non, il y en a une qui est américaine, puis une autre qui est française. Oui. Non, qui est basée à Londres. Tractable est à Londres, puis Claim Genius est aux États-Unis. Puis... mais Tractable, c'est un Français qui est à Londres, c'est pour ça que je suis un peu mêlé. Mais, puis j'avais parlé pendant que j'étais chez Aviva. Finalement, ça n'a pas débloqué, mais là, aujourd'hui, leur compagnie a beaucoup progressé. Eux permettent à l'assuré de prendre en photo des photos du véhicule endommagé. Ils vont reconnaître le niveau des dommages automatiquement. Ils sont capables de faire une évaluation des coûts de réparation, donc les pièces et le temps aussi. Avec une photo. Avec plusieurs photos, ça dépend. Donc, l'image. les différents fournisseurs de services vont avoir différentes approches par rapport à la manière de prendre les photos, vont te diriger, par exemple, vont dire, prends le devant droit du véhicule. Maintenant, va en arrière, prends l'arrière. Là, maintenant, va à tel endroit, prends telle photo. Puis, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour établir les coûts. Et ça permet de rapidement avoir une estimation des dommages, mais ça permet aussi de dire, tel type de dommage, va-t'en dans tel garage qui est spécialisé pour ton type de véhicule. Donc, il y a des plateformes qui s'en viennent qui permettent de l'assurer, prendre des photos, puis d'aller jusqu'à céduler, prendre le rendez-vous avec le garage pour avoir le véhicule réparé. Donc, l'intelligence artificielle et les capacités nouvelles en intelligence artificielle amènent des changements très importants en assurance qui sont plus spectaculaires que ce qui s'est fait dans le domaine bancaire, qui est juste de voir des chèques, finalement. Puis qu'est-ce qui fait que c'est aussi long? On s'entend? C'est long, l'adaptation. C'est long avant qu'on voit ces choses-là arriver dans notre domaine. C'est quoi ce frein-là, d'après toi? Oui. Les assureurs doivent s'adapter. Il y a tout un changement des processus. Il faut qu'ils intègrent les solutions en question. Puis ensuite de ça, il faut que tu aies une adoption du client. Parce que moi, si je suis un assureur, puis je paye cher pour implanter une solution, puis que le taux d'adoption va être de 10 peut-être que ça ne vaut pas la peine. Fait qu'il faut voir dans quelle mesure la satisfaction du client va être tellement meilleure que ça va m'apporter la valeur que je souhaite obtenir de cette transformation-là.
en fonction. On l'a vu avec la télématique, entre autres, qui n'a pas eu le même effet ici au Québec, ou du moins au Canada, qu'ailleurs dans le monde. Excellent exemple, oui. La télématique, c'en est un. Il y a eu des vagues de télématique. Il y en a eu qui sont... Aviva avait un projet en 2005 avec un projet de télématique qui n'a pas perduré. Puis il y en a qui ont fait un premier essai, qui reviennent par la suite avec un deuxième essai. Donc, il y a des vagues au niveau de la télématique. Mais éventuellement, ce qui arrive, c'est que la télématique amène une connectivité entre le risque et l'assureur qui permet non seulement une meilleure tarification, une meilleure compréhension du risque, mais aussi ça devient un canal de communication avec le client. Moi, j'en ai une télématique, c'est à tous les jours que je suis là-dessus, où je regarde mes chemins que j'ai faits, puis je confirme, etc. Je suis tout le temps, tous les jours là-dessus. Donc ça, c'est un contact que j'ai avec cet assureur-là en télématique que j'ai jamais eu auparavant. Ça permet à l'assureur de mieux comprendre le client, mieux servir ses besoins. Puis j'ai l'assurance auto, puis tout juste en bas, je peux cliquer pour avoir une soumission en assurance habitation aussi. Donc, la possibilité de vente croisée, la possibilité d'améliorer les offres est très grande. Donc, si on voit l'ensemble de tout ce que ça peut apporter comme télématique, le business case est beaucoup plus fort que ce qu'on peut mesurer, si on se limite à mesurer la tarification. Là. Puis ce qu'on parle en ce moment, tu sais, moi, je vois les deux côtés. Je vois risque et opportunité. Quand on parle du réseau de courtage, parce que, tu sais, oui, il y a beaucoup de ces technologies-là s'en vont vers les assureurs, mais les courtiers dans ça. Ouais. Il faut qu'on se positionne, puis c'est un peu un mandat que les courtiers à travers le Canada essayent de se donner. Ouais. Puis, il faut rester pertinent. Il faut qu'on embarque faut qu'on embarque sur sa patinoire là, sur l'intelligence artificielle. Ouais. As-tu déjà travaillé sur des projets avec des courtiers? Oui, okay. Absolument. Il y a des courtiers qui sont très visionnaires par rapport à leur business puis les choses qu'ils veulent faire pour automatiser certains processus. Il y en a qui voient les inefficacités dans certains aspects. Puis la solution dont je parlais, qu'on a développée chez Element AI, c'est à un courtier qu'on a vendu en premier, non pas un assureur. Okay. Donc, ceci dit, c'est un grossiste, mais donc, lui avait le volume suffisant, voyait l'opportunité de déployer cette solution-là. Puis, on continuait à travailler avec les courtiers. Donc, on parlait de plateformes pour mettre en lien les courtiers avec les assureurs et autres participants du marché. Ça, c'est une chose à laquelle on travaille présentement. Essayer de canaliser l'intelligence artificielle vers les courtiers, ce que tu as comme problème, c'est ce qu'ils appellent le last mile problem, le problème du dernier mille. C'est que tu peux développer une analytique, tu peux développer des recommandations. Il faut que tu réussisses à l'amener de manière efficace, à l'intégrer dans les systèmes, à l'amener à l'utilisateur final de la recommandation, par exemple. Donc, pour les courtiers, ce qui est intéressant, c'est si je parle, parce que le courtage a quand même une emprise très forte là, au Canada, ça reste un canal très important. Si je développe, par exemple, une plateforme de recommandation, par exemple, pour des ventes croisées ou du upselling ou des options de rétention, si je travaille avec un assureur à courtage, bon, mais je vais travailler avec cet assureur-là, puis on va on va envoyer les recommandations vers les courtiers. Mais le courtier, lui, si je lui dis, par exemple, on a une police d'auto, j'aimerais que tu contactes l'assuré pour lui vendre la police d'habitation, bien, peut-être que le courtier l'a déjà placé ailleurs avec un autre assureur. Donc, il y a un problème dans le canal. Donc, pour cette situation-là, c'est beaucoup mieux de travailler avec le courtier directement, si j'ai une bonne solution pour faire des recommandations. Maintenant, le problème avec le courtier, c'est que le volume est plus petit. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire des recommandations intelligentes? Parce que l'intelligence artificielle, c'est basé sur les données. Si j'ai beaucoup de données, je suis capable de comprendre ce qui se passe, comprendre les relations, comprendre ce qui va fonctionner, canaliser mes recommandations comme ça. Bien, ça passe possiblement par des regroupements. Exact. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ben oui. S'il y a une volonté des courtiers de mettre ensemble les données
pour créer un pool dans lequel on est capable de mieux comprendre les clients, mieux comprendre leur pattern, leur patron d'achat. Là, à ce moment-là, ça permet de développer des solutions qui vont être beaucoup plus fortes, qui vont pouvoir être redirigées vers les courtiers individuels. Parce qu'au bout de la ligne, tu sais, c'est nous, c'est nous, c'est les courtiers, Oui. tu sais, qui vont chercher le data. Tu sais, le data des entreprises, le data des particuliers, tu sais, en grosse partie, il a été capté par les courtiers. Oui. Mais il est décentralisé. On il est n'en dans fait chacun. rien avec. Tu sais, on ne fait pas grand-chose à part aller chercher une soumission, la vendre. Donc, ce que tu parles ici, c'est une voie pour le futur pour nous. Oui. Puis il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Non, effectivement, je veux dire, si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui vont le faire. À côté, les assureurs vont le faire ou ceux qui sont dans le canal direct vont être capables de mieux travailler ces recommandations-là. Donc, c'est d'arriver à trouver cette solution-là qui va permettre de canaliser l'intelligence artificielle puis l'analytique avancée vers les courtiers. Si on réussit à trouver cette solution-là, à ce moment-là, on va aider énormément le domaine du courtage. Parlons de solutions actuellement. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché qui est à la disponibilité de courtiers ou d'assureurs? Bon, on a parlé de Guidewire, on a parlé de différents joueurs. Est-ce qu'il existe des solutions qui peuvent être utilisées? Peut-être qu'on ne connaîtrait pas. Bien, c'est sûr que Guidewire, ça peut être une solution pour des gros bureaux de courtage. C'est un système qui est assez coûteux. Puis il y a beaucoup de capacités dans Guidewire qui ne sont pas utiles pour le courtier. Donc, OK, fait même un courtier pour aller vers Guidewire? Oui, mais c'est... Ben là, on parle de méga, j'imagine. Oui, éventuellement. Mais ce qui arrive avec Guidewire, c'est que tu as des fonctionnalités qui sont très spécifiques à la souscription, au travail de souscription que les courtiers ne font pas, mais que les grossistes font. Donc, le marché des grossistes est vraiment à cheval entre au niveau des besoins des grossistes, ils sont à cheval entre les systèmes de courtage que vous connaissez, puis Guidewire et les autres systèmes d'assureurs de ce monde, parce qu'eux ont un intérêt à aller chercher ces capacités-là de Guidewire. Pour un bureau de courtage, je pense que vous restez avec les systèmes de courtage. Maintenant, la question, c'est ces systèmes de courtage-là, quelle est leur vision, c'est quoi leur roadmap de développement? Est-ce qu'ils ont dans leur roadmap l'intention de vous fournir ces solutions-là? Connecter avec le Guidewire ou autre? Là, en fait, de vous fournir des capacités d'intelligence artificielle dans leur plateforme. En plus, okay. Est-ce que ça va venir? Ou d'ouvrir vers des API externes, puis d'aller se connecter à d'autres InsurTech ou d'autres? Ça, c'est une autre possibilité. Ou ça pourrait venir ailleurs. Si vous avez un CRM, par exemple, un Salesforce ou un autre, est-ce que lui va pouvoir vous fournir cette analytique-là? Donc, il y a différents systèmes avec lesquels vous travaillez qui peuvent vous fournir cette intelligence-là. Mais encore là, même si l'intelligence artificielle est là, est-ce qu'un cabinet moyen, exemple, qui a je sais pas, 4000 clients, est-ce que c'est suffisamment de données pour aller extraire quelque chose qui vaut la peine? On parle pour parler, là, où il faut qu'on parle de 400 000 clients, il faut qu'on parle de 1 million de clients. Y a-t-il un minimum avant de dire hey, ça vaut la peine de me lancer dans cette analyse-là? Oui. Il y a une séquence de use cases qui vont avoir une grande valeur, par exemple, puis jusqu'à d'autres qui vont être moindres. Au niveau de l'intelligence artificielle, le modèle qui est développé va être plus sophistiqué, plus il y a de données. Donc, plus il y a de données, je vais être capable de découvrir des interactions, je vais être capable d'avoir un modèle qui est plus raffiné, qui va être plus prédictif, qui va avoir une meilleure précision. Donc, si j'ai moins de données, je suis obligé de me rabattre sur des modèles plus simples, mais il peut y avoir des cas qui justifient l'implantation de ce modèle-là, même si j'ai peu de données. Si je pense à des ventes croisées, par exemple, le potentiel peut être assez grand si je suis capable de travailler avec 4000 clients puis identifier les clients qui ont les meilleures propensions à accepter une offre. Donc, il faut voir, c'est au cas par cas. Puis aussi, ça va dépendre du volume de tarification, la prime moyenne, etc., donc des clients.
Donc, il y a un paquet de facteurs à considérer. C'est pas juste le nombre d'unités, disons. C'était 4000 unités de 100 000 versus 4000 unités de 1000 pièces. Exactement. C'est pas la même chose, Exactement. Je comprends. Ouais. J'aimerais ça revenir à Guidewire. Je pense que tu le connais bien. C'est une plateforme que tu relativement bien. Je ne serai pas dans les détails techniques, là, mais c'est pas moi qui implante. On voit tranquillement les assureurs à courtage transférer vers cet outil-là. En fait, c'est ce qu'on remarque là, dans les dernières années. Economical, Promutuel, je pense qu'Aviva a fait quelques pans d'affaires aussi. L'Unique nous en parlait à un des épisodes d'ailleurs. Puis j'imagine qu'il y en a d'autres. Pour quelles raisons on s'en va vers cet outil-là, c'est une bonne question. Pourquoi exactement cet outil-là? Je ne connais pas suffisamment les autres outils pour avoir tous les détails. Je sais que Guidewire a développé des capacités qui fonctionnent bien au niveau de la souscription, des réclamations, de la tarification. Donc, ils vont aller chercher les domaines principaux des besoins principaux des assureurs. Au Canada en particulier, le Guidewire a bien réussi de ce côté-là. Ils sont rendus à 70% du marché, donc c'est presque, c'est presque un monopole, ou en tout cas une pénétration où c'est difficile de faire mieux, là. Par rapport à IAS, puis à un moment donné, ça fait boule de neige finalement, parce que s'il y a 70% du marché qui est Guidewire, ça devient le choix par défaut des assureurs. Ça devient que tu as des intégrateurs comme EY puis d'autres qui vont fournir des services autour de Guidewire. Tout un bassin de talent pour Guidewire, donc ça devient plus facile d'aller chercher des développeurs de ce côté-là. Donc, il y a un coût additionnel à dire je vais aller vers IAS ou je vais aller vers Duck Creek, qui sont les deux compétiteurs majeurs qu'on voit, là. Donc, ça, c'est pas mal réglé au niveau du Canada. Aux États-Unis, par exemple, Guidewire domine moins parce que la nécessité, c'est 50 États, l'assurance. 50 lois, 50... Oui, c'est ça. Donc, il y a, par exemple, Duck Creek, qui est un spin-off de Accenture, va faire un travail de configuration au niveau des différentes lois qui est mieux que Guidewire. Donc, de ce côté-là, le choix est plus difficile pour les assureurs. Ici, au Canada, c'est pas mal réglé. C'est pas mal réglé. Oui. Puis, c'est un peu comme les courtiers, là. Applied. Oui, Applied, est un joueur là, très présent. Bon, on a la même situation. Donc, la question maintenant avec Applied, c'est de voir qu'est-ce que vous avez dans votre roadmap pour l'analytique avancée puis l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi dans les prochaines années? C'est vraiment ça la question à poser. Pour les courtiers, dans ta tête, est-ce que tu mets en premier la connectivité ou l'analytique? D'après toi, les courtiers, où devraient mettre leur regard vers l'intelligence artificielle à analyser leurs données ou la connectivité vraiment entre leur BMS puis le Guidewire là, par API? Là, où est-ce qu'on devrait focuser le plus? Oui, je pense que c'est la connectivité. C'est la charrue avant les bœufs. On va faire la connectivité en premier, puis ensuite, on fera l'analytique. On va-tu y arriver? C'est-tu faisable, d'après toi? La connectivité, oui. Ça dépend des systèmes, encore une fois. Je pense qu'il y en a certains systèmes de courtage sont forts au niveau de l'API. On parlait d'Applied. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais qui tardent un peu. Donc, en fonction des systèmes que vous avez en place, la connectivité va pouvoir se faire. Maintenant, je pense qu'il y a des plateformes aussi, on en parlait aussi, il y a des plateformes qui sont en préparation, qui vont permettre de connecter les différents systèmes entre eux, puis d'avoir la possibilité d'un assureur de connecter avec plusieurs assureurs en même temps, d'accéder à des marchés de manière beaucoup plus efficace que ce qui est fait présentement, là. Donc, c'est ce que je vois qui s'en vient. Puis une fois que la connectivité est établie, après ça, la donnée peut traverser, peut se promener, puis là, il y a possibilité d'appliquer l'intelligence artificielle puis l'analytique. Donc, l'analytique en vase clos, ça va pas loin tellement. Donc, ça prend vraiment la connectivité. Fait connectivité courtier-assureur. La connectivité possiblement entre courtiers. Tu sais, quand on parle de partage de big data, ça pourrait être une étape 2 également, là, ça, là. Ça pourrait être très bénéfique pour les courtiers membres de ce regroupement-là, oui. S'ils décident de se mettre ensemble pour mettre ensemble leurs données.
Ce qui est intéressant, c'est que les courtiers, par rapport aux assureurs, on a parlé, tu peux placer un produit chez un puis un autre produit chez l'autre, c'est la richesse de la vue 360 du consommateur. Parce qu'un courtier va être capable d'offrir l'assurance générale, puis il y en a qui vont offrir aussi l'assurance vie, etc. Ouais. Donc, il va y avoir une richesse à ce niveau-là, au niveau des services offerts, que peu d'assureurs vont réussir à offrir. D'après moi, ce qu'on dit en ce moment, là, partager les datas en cabinet de courtage, il y en a qui ça va les surprendre, tu sais. Parce que c'est pas dans le naturel des choses, mais je pense qu'il y a une valeur future à ça. L'argument vient avec le bénéfice qu'ils vont pouvoir en tirer, puis le fait qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent compétitionner l'un avec l'autre, mais collectivement qu'ils compétitionnent contre d'autres qui ont notre distribution aussi. Donc, c'est ce qui reste à faire miroiter. OK. Qui sont les prochains joueurs du domaine de l'assurance? On a les InsurTech, les Lemonade de ce monde, les Metromiles, le Google, Amazon commencent à être présents. Est-ce que tu vois quelque chose s'en venir ici au Canada? Est-ce que... Oui, bien en fait, c'est ce que je dis depuis tantôt. Je pense les plateformes de connectivité entre les différents participants, que ce soit entre les courtiers et les grossistes, entre les courtiers et les assureurs, entre les grossistes puis les capitaux étrangers, c'est des plateformes qui sont en développement présentement. Donc, c'est ce que je vois. Amazon, les autres, leur approche, c'est vraiment au niveau de la distribution des produits. Donc, il faut qu'un assureur soit prêt à mettre ses produits en ligne puis accepter ce canal de distribution-là en ayant peu d'informations sur le billet qui vient de ce canal de distribution-là, comment les risques vont être sélectionnés. Donc, je pense que ça viendrait de ce côté-là, c'est au niveau de la distribution. Donc, ces canaux-là deviendraient des distributeurs et non pas des manufacturiers de produits. Non, c'est pas là où Amazon joue. Puis je pense pas qu'ils aient intérêt à le faire non plus. Y a-t-il un risque que c'est pas un risque, mais tu sais, y a-t-il une possibilité que ces plateformes-là fassent fi un peu des lois et règlements, et dire non, on entre quand même dans ce marché-là. Puis un peu comme Uber peut avoir fait, tu sais, ils sont rentrés dans des marchés sans respecter la législation qui était en place, en se disant l'État devra s'adapter à notre offre de produits, tu sais. Ben, je croirais pas. Non. Je pense que la loi est là pour écrire l'assurance. Après ça, ils vont recevoir leur pénalité. Là. OK. Leur permis va être retiré. Fait que là, tu sais, on est vraiment dans je sais pas si on est dans un sujet d'éthique, de confidentialité, tu sais. Y a-t-il des projets dans l'intelligence artificielle, tu sais, qui vont parler d'éthique, qui vont parler de confidentialité des données? Y a-t-il un lien à faire avec ça? Oui, bien, on a la loi 64. Je pense que tout le monde devrait regarder un peu le document, voir comment ça vous affecte, vous, parce que vous avez des données personnelles que vous traitez. Donc, ça impacte les bureaux de courtage. Au niveau de l'éthique, il y a toute la question du consentement qui va être importante dans les prochaines années. Donc, les gens, avant de mettre en place une solution analytique, il faut regarder est-ce que j'utilise la donnée dans un contexte qui est en ligne avec le consentement que mon assuré m'a donné. Puis là, il y a des assureurs qui se rendent compte que le consentement ne leur permet pas de faire certaines choses. Donc, ils doivent revoir la rédaction du consentement pour s'ouvrir plus de possibilités de ce côté-là. Au niveau le traitement des données, donc il y a toutes les questions de gouvernance des données, etc., qui vont devoir être mises en place dans les prochaines années par les courtiers et les assureurs. Parce que le consentement, il faut qu'il vienne du consommateur, mais possiblement également du courtier, dans son entente avec l'assureur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais des données du client, du courtier? Mm-hmm. Donc, non, je pense que c'est quelque chose qu'on va entendre beaucoup dans les prochaines années là, à ce niveau-là. Oui, définitivement. Est-ce que tu avais un sujet en conclusion que tu Non, mais écoute, peut-être si tu peux nous parler un peu du futur de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu vois, tu sais, pas dans 1 an, 2 ans, mais tu sais, où tu nous vois dans 5 ans, dans 10 ans? Peut-être que je vois un peu loin parce que ça va très vite, ce domaine-là, mais où tu vois l'assurance de façon générale en lien avec
l'intelligence artificielle là, dans un futur moyen et éloigné, disons. Ouais. Là. Ben, je pense qu'on a parlé de télématique, il y a la domotique aussi, la connexion puis dans le domaine de l'assurance santé, de l'assurance vie, on voit beaucoup d'assureurs qui tiennent compte des Fitbit puis les autres wearables, les portables. Le virage qui est important au niveau de l'assurance que je vois présentement, c'est au niveau de la prévention des risques. Donc, les assureurs vont avoir des gens qui vont faire leur contrôle de perte, là, qui vont aller sur place pour faire certaines évaluations des risques, etc. Mais ce que je vois dans l'intelligence artificielle va être en parallèle, c'est-à-dire en combinaison avec la télématique et d'autres connectivités, va être capable de mieux canaliser toute l'analytique pour la retourner vers les assurés dans un but de prévention. Genre, je reviens à mon application de télématique. J'ai des recommandations de conduire plus lentement ou de faire... Ah oui? Oui. Ou de faire certaines choses en particulier, mais toute cette prévention-là, par exemple, où je pense à Desjardins encore avec leur système où ils fournissent les détecteurs d'eau. Ouais. Détecteurs d'eau. Tout cet aspect-là de prévention. Donc, l'assureur, ça existait déjà par le passé, mais je pense que ça va être beaucoup amplifié par la combinaison de la connectivité avec les risques, donc télématique ou domotique, etc., et l'intelligence artificielle. Donc, ça, mis ensemble, va permettre à l'assureur d'être plus fort en prévention puis devenir un gestionnaire de risque qui va aider l'assuré à mieux gérer son risque, réduire les réclamations. Ça, c'est ce que je trouve que c'est une très, très belle chose qui s'en vient dans les prochaines années en assurance. OK. Non, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Ce qu'on a hâte de voir, puis en tout cas, j'espère qu'on veut... Le but, c'est qu'on reste, nous autres, pertinents comme courtier, comme réseau. Donc, tu sais, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse vraiment à ce domaine-là, puis qu'on se mette ensemble, qu'on mette nos têtes ensemble pour être capable de rester pertinent. Donc, écoute, c'est très apprécié tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Absolument. Écoute, as-tu un petit mot de la fin pour nous ou quelque chose d'autre que tu aimerais partager? Non, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde, puis je vous souhaite de bien continuer dans vos avancées. Ça va me faire plaisir de discuter avec n'importe lequel des membres courtiers. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Alexandre. Non, c'était vraiment apprécié. J'ai la tête pleine, comme tu peux le voir. Là. J'accumule toute cette donnée-là, puis je la réfléchis. Mais un gros merci. Merci d'avoir partagé avec nous, puis avec les auditeurs. Vraiment, ça va être des sujets à suivre dans les prochaines années, là, tout ce qui est connectivité, puis c'est intéressant. Ça nous paraît loin, mais pas tant que ça, finalement. Là. On va avoir à y faire face rapidement, je pense. Alors, comme mot de la fin, je veux remercier encore une fois nos partenaires, Banque Nationale et Primaco. Donc, on les remercie grandement pour nous avoir aidés à rendre le projet possible. Oui, absolument. Merci. Merci beaucoup.